Le principe des idées reçues, c'est qu'elles sont généralement fausses. Ce sont des phrases toutes faites que la plupart des gens croient sans trop se poser de questions, comme par exemple les taureaux ont peur du rouge ou encore porter des casquettes provoque une calvitie. Et sur cette chaîne, vous commencez à avoir l'habitude d'entendre parler de ce genre de phrases. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand ce genre de phrases sont en réalité vraies. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, ça peut arriver que ce genre d'affirmation sonnant comme étant de vilaines idées reçues soit contre toute attente vrai. Par exemple, si ta mère te dit « Eh oh, ne reste pas sur ton téléphone avant d'aller au lit, ça va t'empêcher de dormir !» Eh bien, même si t'as envie de croire que ta mère se trompe et que c'est juste un prétexte pour que tu ailles dormir plus tôt, découlant probablement d'une envie de tout contrôler, sache qu'elle a peut-être raison. Donc mes amis, aujourd'hui, on repart une nouvelle fois dans les méandres du mensonge et de la vérité, afin de démêler le vrai du faux, en commençant avec l'idée énoncée un petit peu plus tôt. La lumière des écrans empêche de dormir. Vrai ou faux ? Bon, avant toute chose, laissez-moi vous parler de la lumière bleue. Vous allez voir, c'est fabuleux. La lumière bleue est certes générée par nos écrans de téléphone, mais pas que. Elle est aussi générée naturellement par le soleil. Elle nous aide même à régler notre rythme de sommeil. En effet, lorsque nos yeux absorbent de la lumière bleue, cela empêche notre corps de sécréter l'hormone du sommeil, portant le doux nom de mélatonine. C'est ce qui fait que nous n'avons pas sommeil en pleine journée. Alors attention, je ne parle pas de l'envie de faire une sieste juste après avoir mangé un gigatacos. Ça, c'est un autre débat, hein, et c'est probablement une autre hormone qui entre en jeu, genre l'hormone du gigatacos. Bref, du coup, vous avez bien compris que si la lumière bleue aide notre cerveau à détecter qu'il fait jour et que c'est pas l'heure de dormir, lorsque le soir on est sur notre téléphone, nos yeux absorbent également de la lumière bleue, car comme dit précédemment, notre téléphone en génère. Et ça va venir pranker notre horloge biologique en lui faisant croire qu'il fait jour, ce qui va venir déstabiliser nos cycles de sommeil, et vous faire entrer dans un état de demi-sommeil, conscient-inconscient dégueulasse. Ce dernier se nomme l'effet sentinelle, et en gros, c'est quand tu dors mais que ton cerveau reste à l'affût, comme si tu attendais un appel ou que quelque chose allait se passer, ce qui met ton cerveau en veille et pas en repos total. Résultat, tu galères à dormir, t'as le sommeil plus léger et tu vas être fatigué le lendemain. Et cette action répétée sur des mois voire des années va venir créer des troubles du sommeil. Alors, il existe quand même des techniques pour venir diminuer ces effets. Vous pouvez changer la couleur de la lumière de votre écran, mettre un filtre anti-lumière bleue sur votre téléphone ou votre tablette, ou encore porter des lunettes anti-lumière bleue. Et ça marche que si tu te sers de ton téléphone pour lire ou pour faire quelque chose qui ne stimule pas trop ton cerveau. Parce que oui, dans tous les cas, le fait de scroller sur les réseaux avant de dormir va quand même provoquer de l'excitation cognitive et être négatif pour ton sommeil avec ou sans lumière bleue. Donc pour répondre à la question, la lumière des écrans empêche de dormir, oui, c'est vrai, et ce pour plusieurs raisons. On peut mourir d'un chagrin d'amour, vrai ou faux ? Ok, mise en situation. Samantha et Brandon s'aiment d'un amour véritable. Et après 2 mois de relations intenses et passionnelles, ils décident de se marier. 20 ans plus tard, après avoir vécu moultes années heureuses, leur couple se dégrade. Les problèmes de la vie les rattrapent, les gosses, les dettes, la stagiaire. Et même si Samantha aime toujours Brandon d'un amour véritable, Brandon, lui, passe ses soirées hors de la maison, à tromper Samantha avec Jessica, cette chouin de stagiaire. Un jour, en scrollant dans le téléphone de Brandon, Samantha découvre cette trahison et son cœur ne le supporte pas. Littéralement, il ne le supporte pas et il s'arrête de battre aussi vite que s'est éteint son amour pour Brandon. Alors une mort de ce style semble être tirée d'un film ou d'une pièce de théâtre et semble être totalement impossible dans la vraie vie. Mais laissez-moi vous parler du syndrome de Takotsubo, aussi appelé le syndrome du cœur brisé. Il se manifeste principalement chez les femmes et particulièrement chez les personnes stressées ou anxieuses. Et il survient généralement après un événement traumatisant qui est en quelque sorte l'événement de trop pour la personne. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, on va dire. Et le mot vase n'est pas choisi au hasard car cette situation va déclencher une libération massive du cortisol, qui est aussi appelé l'hormone du stress pour être plus précis, ce qui va empêcher une partie du cœur de se contracter, lui faisant alors prendre la forme d'une amphore, une espèce de vase antique, ce qui va avoir pour conséquence de causer un arrêt cardiaque. D'ailleurs, devinez ce que veut dire Takotsubo en japonais. Alors non, ça ne veut pas dire amphore, mais ça désigne un piège à poulpe qui lui, par contre, a une forme d'amphore. Alors si ce syndrome touche 10 fois plus de femmes que d'hommes, c'est parce que les artères des femmes sont plus sensibles à l'effet des hormones du stress, surtout si cette dernière est âgée de plus de 50 ans. Et même si le Takotsubo n'est pas forcément mortel, il nécessite d'aller aux urgences dans les plus brefs délais après les premiers symptômes, qui sont essoufflement, douleur dans la poitrine, palpitations ou encore perte de connaissance. Voilà, comme ça vous savez si jamais ça arrive dans votre entourage. Donc pour répondre à la question est-ce qu'on peut mourir d'un chagrin d'amour, la réponse est oui, c'est vrai. Triste mais vrai. Un peu poétique, mais triste, mais vrai. On peut endormir quelqu'un avec du chloroforme. Vrai ou faux ? Bon, on a tous en tête cette image tirée d'un film où un mec arrive derrière quelqu'un avec un mouchoir imbibé de chloroforme, lui colle sur le nez et là, la personne s'endort en quelques secondes. Mais est-ce que c'est vraiment possible ? Point d'interrogation. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'est le chloroforme. Alors en gros, c'est une molécule qui va ralentir notre système nerveux et qui peut effectivement nous pousser à dormir. D'ailleurs, à une époque, on s'en servait même d'anesthésiant lors d'opérations chirurgicales et au passage, c'était aussi utilisé pour la conservation de la viande. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet.
Bref, le problème c'est que pour que le chloroforme fasse effet et endorme les patients, ces derniers devaient le respirer pendant de longues minutes. Donc dans une situation où la personne se débat, comme c'est généralement le cas dans les films, il est totalement impossible d'endormir quelqu'un. Et encore moins à l'aide d'un mouchoir imbibé, déjà car le chloroforme est très volatile, du coup il va s'évaporer dans l'air de manière assez rapide, mais aussi car la personne doit le respirer en continu. C'est-à-dire que même si elle s'endort au bout de quelques minutes, elle se réveillerait très vite après avoir arrêté de respirer la substance. Par contre, si le chloroforme n'est pas capable de réaliser une telle prouesse, il existe bel et bien une substance qui est capable de vous rendre inconscient instantanément. Un gaz incapacitant nommé le Colocol 1, et créé par devinez qui, les Russes. Toujours dans des sombres bails ceux-là. Alors certes, ils l'ont créé à la base pour endormir les animaux, mais il a quand même été utilisé à quelques occasions par les forces spéciales russes. Donc pour répondre à la question est-ce qu'on peut endormir quelqu'un avec du chloroforme, la réponse est non, on ne peut pas. Du moins pas comme dans les films. La tomate est un fruit, vrai ou faux? Alors là, on est sur l'un des débats les plus importants du 21e siècle, je pense. Fruis-je ou ne pas fruis-je? Telle est la question. Bon, déjà, pour qu'un fruit soit considéré comme un fruit, il est censé pousser à partir d'une plante produisant des fleurs, et au passage contenir au moins une graine, ce qui après vérification grâce à la VAR est le cas de la tomate. Ensuite, dans le cas d'un légume, pour que ce dernier soit considéré comme un légume, par définition, il doit être issu d'une plante potagère destinée à être mangée, ce qui après vérification grâce à la VAR est également le cas de la tomate. Du coup, conclusion, la tomate elle fait chier, parce qu'au final tout est une question de point de vue. D'un point de vue botanique, ce qui est, je vous le rappelle, la science ayant pour but l'étude des végétaux, la tomate est bel et bien un fruit, car cette dernière est bien une partie d'une plante contenant des graines résultant de la transformation d'une fleur. Mais au sens commun, d'un point de vue culinaire, la tomate est bel et bien un légume. Donc pour résumer, même si la tomate pousse comme un fruit, son usage et sa destinée est celle d'un légume. On ne la mangera pas dans une petite salade de fruits, mais plutôt dans une salade César avec du poulet et des croûtons. D'ailleurs, dans le même registre, l'aubergine et la courgette sont aussi d'un point de vue botanique et pour les mêmes raisons que la tomate, des fruits, mais considérés par tout le monde comme des légumes, sans aucun débat, alors qu'au final il y aurait autant débat que la tomate. Donc pour répondre à la question la tomate est un fruit, la réponse est non, même si dans le meilleur des cas, on pourrait la considérer comme un légume-fruit. Oui, cette appellation existe, d'ailleurs libre à toi de l'utiliser, mais sache que dans mon cas, je ne l'utiliserai jamais. D'ailleurs, je vais peut-être même la boycotter. Chacun ses combats, mon pote, hein. Certaines personnes ont une mémoire visuelle et d'autres auditive. Vrai ou faux? Alors on a tous connu quelqu'un à l'école qui disait « Moi perso j'ai pas besoin de noter les cours, j'ai une mémoire auditive, t'inquiète ». Ou alors, à l'inverse, quelqu'un qui avait besoin d'écrire ou de lire les cours car il affirmait avoir une mémoire visuelle. Mais en réalité, ça serait un petit peu réducteur pour notre cerveau, cet organe si complexe, de penser qu'il réfléchit de façon aussi binaire. Dans les faits, il utilise toute forme d'information qu'il a emmagasinées. Du coup, pour apprendre quelque chose et avoir plus de chances de s'en souvenir, il sera toujours plus efficace d'avoir une information visuelle et une information auditive. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en fonction des individus, certains auront plus de facilité à mémoriser des éléments visuels que des éléments auditifs et inversement. Disons que notre cerveau fait en quelque sorte des préférences. Mais il faut bien comprendre que la combinaison des différentes formes de mémoire reste la façon la plus optimale pour apprendre. D'ailleurs, au passage, il existe même un autre type de mémoire nommé kinesthésique, ce qui permet d'associer des souvenirs à des sensations ou à des mouvements plutôt qu'à des images et des sons. Genre des fois, quand t'essayes de te rappeler d'un truc, tu te remets dans le contexte dans lequel tu étais quand tu l'as appris. C'est ça, entre autres, la mémoire kinesthésique. Donc pour répondre à la question, certains ont une mémoire visuelle et d'autres auditive, la réponse est non. Tout le monde a tous les types de mémoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la liker, à la partager, à faire ce que vous voulez finalement dans l'espace commentaire. Il est à vous, il vous appartient. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao les amis.